CCIM occupe une fonction support pour les entreprises grâce à différentes agences qui sont situées au Carbet, à Trinité et au Marin, et puis un centre de formation et le siège qui se trouve à Fort-de-France. Donc, nous accompagnons les entreprises depuis environ 260 ans. Chaque année, 400 porteurs de projets sont informés et accompagnés sur différents sujets, donc notamment sur toutes les étapes du cycle de vie de l'entreprise, depuis sa création jusqu'à son développement et son financement. Donc aujourd'hui, nous intervenons dans le cadre du pôle environnement, transition énergétique et développement durable, qui existe depuis environ une dizaine d'années, et qui est composé de 3 conseillères d'entreprises spécialisées. Donc Isabelle Lise, que vous connaissez déjà et qui s'occupe des thèmes énergie, risque, biodiversité et développement durable. Ma collègue Sarah Jean-Baptiste Simone qui s'occupe des déchets et de tout ce qui est économie circulaire. Et puis moi qui rejoins le pôle depuis octobre pour les thématiques liées à l'eau et à l'assainissement. Donc on a différentes façons d'accompagner les entreprises. Individuellement pour les projets en cours ou à venir. Donc vous contactez tout simplement le conseiller qui vous intéresse. Et puis nous, on vous accompagne en cherchant, en vous mettant en relation avec des personnes qui pourront vous aider ou en vous donnant des informations. Et puis en collectif, comme aujourd'hui, donc pour le webinaire, pour tout ce qui est atelier aussi quand la situation sanitaire va le permettre. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre du webinaire Le Verbe va bien, qui a lieu normalement tous les 3e jeudis du mois, mais tous les 3e mardis du mois en ce moment. Je vais laisser la parole à Monsieur Mangeot, directeur adjoint de l'ODE, qui va commencer sa présentation. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Loïc Mangeot, directeur adjoint de l'Office de l'eau. Je vais lancer mon diaporama. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Et vous me voyez en plein écran? Alors, non, il faut que tu fasses comme tout à l'heure. Ouais. Alors, très bien. Donc, je poursuis. Donc, Loïc Mangeot, directeur adjoint de l'Office de l'eau de la Martinique. Je vais vous présenter effectivement l'action de l'Office de l'eau menée conjointement avec la CCI, avec un focus particulier sur la gestion des eaux pluviales, et la récupération des eaux pluviales en particulier. Donc, pour commencer, dire très rapidement que la gestion de l'eau en France, elle se fait à l'échelle de grands bassins versants hydrographiques. Hein. C'est un découpage environnemental qui est différent du découpage administratif. Pourquoi? Pour faire une gestion intégrée, multi-acteurs, multi-thématique et participative aussi, avec un parlement de l'eau sur chacun des territoires. Alors en Martinique, on a la superposition département et bassin hydrographique, mais l'objectif, c'est bien de réunir tous les acteurs sur un territoire et de les faire dialoguer ensemble pour une gestion intégrée de l'eau. Pour ce qui est de ce qui est le plus visible, hein, généralement, les services d'eau potable et d'assainissement, là, on a une gestion qui est au bloc communal et qui est aux établissements publics de coopération intercommunale depuis peu. En Martinique, en l'occurrence, les 3 communautés d'agglomération. Mais il y a bien d'autres choses pour la gestion de l'eau, tout ce qui est protection des milieux et de la ressource, qui est notre credo. Alors, l'Office de l'eau, c'est un établissement public local qui est assez récent, créé en 2002, qui a un rôle de facilitateur, d'accompagnateur de toutes les parties prenantes dans le domaine de l'eau. Et on peut dire que c'est un établissement de moyens qui porte appui aux acteurs au travers différents outils que nous allons vous présenter. Et vous dire aussi que de droit, le président du conseil d'administration de l'Office de l'eau et le président de l'Assemblée de Martinique, M. Salibert. Alors, les missions de l'Office de l'eau, ce sont effectivement, comme je l'ai dit, des outils au service des acteurs intervenant dans le domaine de l'eau. Donc, un outil d'appui technique, de conseil pour les différentes maîtrises d'ouvrage publics ou privés, un outil de subventionnement de projets structurants qui est alimenté aussi par des redevances collectées sur les usages de l'eau localement, un outil d'information, de formation, de sensibilisation
des acteurs de l'eau. Donc, on mène un certain nombre d'actions dans ce domaine et aussi une mission assez importante de développement de la connaissance sur les milieux aquatiques et littoraux. Et enfin, une mission qui est un petit peu à part, mais qui a son importance, notamment dans la Caraïbe, c'est la coopération régionale et internationale. Alors, pour ce qui concerne les activités économiques plus particulièrement, on avait fixé dans nos programmes pluriannuels un certain nombre d'objectifs. D'abord, pour ce qui est la préservation de la ressource en eau, un objectif d'économiser l'eau et de maîtriser les prélèvements par les activités économiques. Un objectif également de gestion des eaux pluviales, tant en quantitatif que qualitatif. Et là, quand on dit gestion des eaux pluviales, je parle à la fois de récupération des eaux pluviales, mais de gestion aussi des ruissellements sur les surfaces occupées par des activités économiques. Un objectif de réduction des flux de polluants dans les milieux récepteurs par l'amélioration du traitement des effluents par les activités économiques. La mise en place, c'est plus technique, de pré-traitement et de conventions de déversement pour les activités connectées ou potentiellement connectables au réseau d'assainissement. Pour les plus grosses qui relèvent les industriels qui relèvent du régime des installations classées pour l'environnement, de renforcer l'autosurveillance des rejets. Et puis, en connexion avec la politique déchets, essayer de participer également à l'amélioration du stockage, du traitement des matières et déchets qui seraient dangereux pour l'eau. Et puis quelque chose de beaucoup plus transversal qui va toucher l'aménagement du territoire, la mise à niveau des zones d'activité. Tous ces objectifs figuraient dans notre programme. En termes d'action, on a déroulé un certain nombre de choses, donc un appui technique et financier aux projets individuels. Ça, c'est quelque chose qui est tout au long de l'année. Mais on soutient également des démarches collectives, territoriales. Donc là, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, c'est le cas. Et puis, on a aussi d'autres partenaires qu'on a mobilisés, comme la Fédération des zones d'activité, etc. On a réalisé des études sur les impacts des activités, alors récemment sur la filière nautisme, mais aussi sur les distilleries. On anime et on participe à différents groupes de travail sur l'eau et les activités économiques. Et puis, on mène un certain nombre d'actions d'appui technique, de formation pour la surveillance des installations et aussi des actions de communication, de diffusion des bonnes pratiques. C'est le cas aujourd'hui au travers de ce webinaire. Alors, je vais maintenant m'attarder sur la récupération des eaux pluviales en Martinique, ce qui est le cœur de notre présentation aujourd'hui. Pour vous dire que l'Office de l'eau a réalisé une étude entre 2020 et 2021 sur la récupération et la réutilisation des eaux pluviales en Martinique. C'est une étude qui se veut globale, avec une vision monographique, c'est le terme consacré, où on va balayer différents aspects socio-historiques, techniques, réglementaires, économiques, environnementaux. Il y a une petite coquille ici, recueillir la vision des acteurs, évaluer le niveau d'équipement actuel du territoire et voir qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour le développement, le renforcement de cette pratique. Alors, ce rapport, il est disponible au lien suivant. On pourra vous envoyer le lien par mail par la suite. Donc, sur l'Observatoire de l'eau de la Martinique, qui est un outil de connaissance sur l'eau que l'Office de l'eau a mis en place pour le territoire. Alors, que dit en gros ce document dans les grandes lignes? D'abord que la récupération des eaux pluviales pour divers besoins, c'est une pratique historique, comme en témoignent de nombreux vestiges, plus ou moins récents. Vous avez ici sur la diapo, tout à fait à gauche, une case à eau sur une ancienne habitation, donc déjà mis bout à bout dans lequel s'écoulaient les eaux pluviales pour avoir à la fois de l'épuration et du stockage. Et puis cette pratique, elle est un petit peu tombée en désuétude avec le développement urbain et surtout dans les années 80-2000 où on a eu véritablement le déploiement à peu près partout du réseau d'eau potable. Mais on se rend compte que cette pratique renaît plutôt avec des considérants économiques et environnementaux et que depuis une vingtaine d'années, il
il y a des choses qui se font. Donc aujourd'hui, le taux d'équipement est important chez les particuliers. C'est presque plus d'un logement sur deux. Pour l'habitat individuel, hein, chez les particuliers qui sont dans des villas. Mais c'est très souvent des systèmes sommaires, avec des fûts et des cuves sous gouttière, et peu de systèmes avec pompage et alimentation intérieure des bâtiments. Il y en a quand même un petit peu, notamment parce qu'il y a une action de subventionnement de la CTM qui a permis d'installer plusieurs milliers de ces citernes. Mais ça ne représente actuellement que à peu près 5% du parc de logement individuel. Ça, c'est pour les particuliers. Ce qu'on observe également, c'est que, évidemment, il y a des gradients assez forts en fonction de la pluviométrie et aussi du rapport urbain-rural. Donc, dès qu'on, vous voyez ici une cartographie du Robert, où il y a eu un inventaire de quartier qui a été fait, et on voit très clairement que dès qu'on va vers des parcelles avec jardin, les systèmes de récupération des eaux pluviales se multiplient. Et on peut obtenir le même type de cartographie dans divers quartiers. Pour ce qui concerne les activités économiques, on a noté sur le territoire assez peu de systèmes déployés, mais avec des exemples très intéressants. Je vais vous en présenter un tout de suite. Donc, c'est celui qui a été mis en place par Europcar, Lamentin, et financé par l'Office de l'eau. Donc, c'est un portique de lavage qui est alimenté par des eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment. Donc, l'outil a été dimensionné pour pouvoir récupérer un maximum nettoyer un maximum de voitures avec ce portique. Donc, ça a donné une cuve de 8 mètres cubes. Et voilà ce que nous dit le gérant, hein, qui t'a interviewé, qu'ils sont autonomes en eau pour le nettoyage des véhicules plus de la moitié de l'année et que la facture a été réduite de 40% tout en réduisant l'empreinte écologique. Et ce qu'il ne dit pas ici, c'est que Europcar a aussi profité de cet investissement pour faire de la communication interne avec une vidéo, etc., sur leur approche du développement durable. Donc voilà, un projet avec plusieurs facettes, à la fois une volonté de faire mieux et puis une réduction de la facture d'eau. Mais nous, ce qui nous a intéressé et pourquoi on a financé ce dispositif, c'est véritablement pour les économies d'eau sur le milieu naturel. Ça, c'est la vocation de l'Office de l'eau, c'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas pour vocation initiale de faire du développement économique, mais si on peut faire 2 en 1, on est très content, et si tout le monde est gagnant, c'est tant mieux. Mais notre vocation, c'est bien les milieux aquatiques et la ressource en eau. Alors, quels sont les intérêts et les contraintes de la récupération des eaux pluviales? Donc, on peut avoir pour les eaux pluviales des usages variés. Alors, on pense évidemment à l'arrosage, au nettoyage des extérieurs, mais on peut avoir aussi le rinçage de matériel, hein, on a vu les véhicules, etc. L'alimentation des toilettes, l'alimentation des lave-linges, c'est pour les particuliers, mais on peut imaginer aussi avoir dans l'industrie un certain nombre de process qui permettent l'utilisation des eaux pluviales, de l'eau sanitaire, de l'eau technique, par exemple s'il y a besoin de convoyeurs à eau, ça peut fonctionner, des autres process éventuellement, puis la défense incendie. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque usage, il y a des prescriptions techniques associées et des règles sanitaires qui sont assez strictes. Donc, vous avez ici un diagramme qui vous présente en gros ce que le particulier peut faire avec et ne pas faire avec de l'eau pluviale. Donc, autoriser sans problème, sans traitement, l'arrosage, l'évacuation des excréta, c'est-à-dire les toilettes, et le lavage des sols. Autoriser sous réserve de filtration le lave-linge, et strictement interdit l'eau de boisson, l'eau alimentaire, le lave-vaisselle et l'hygiène. Voilà ce que disent les textes. Alors, je vais détailler un petit peu après pour les industries. Mais avant, dire que voilà, la récupération des eaux pluviales a un certain nombre d'intérêts, hein, au-delà de effectivement économiser une eau
milieu naturel une eau potabilisée alors que l'usage n'a pas forcément un besoin d'eau potable. Ça permet d'assurer la continuité de certains usages en période de pénurie. Lorsque le réseau ne fonctionne plus, c'est bien pratique de pouvoir alimenter par exemple des toilettes dans le secteur du tourisme s'il y a des coupures d'eau, de bénéficier éventuellement d'eau hors couverture du réseau pour des activités, on va dire, de découverte, nature, etc. Voilà, de valoriser une démarche environnementale aussi, hein, la valoriser commercialement, on peut imaginer un certain nombre de labellisations possibles, même s'il n'y en a pas concrètement aujourd'hui là-dessus. Et puis faire des économies sur la facture d'eau. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on va le voir plus tard, c'est pas gagné. Retenez que c'est pas gagné. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que en fonction des usages, plus on veut aller vers des usages précis et mettre de l'eau pluviale dans les autres process, plus on va devoir traiter après récupération. Et il y a un palier au-delà duquel ça n'est plus intéressant. Mieux vaut faire avec de l'eau de ville, parce que vous avez la garantie derrière de l'eau de ville d'une qualité et d'un contrôle continu. Et finalement, ça va vous coûter beaucoup plus cher de retraiter votre eau pluviale et de contrôler que les traitements fonctionnent bien et de changer les filtres, d'avoir des réactifs, etc. Voilà, donc retenez bien ça. Il y a un seuil au-delà duquel ça n'a plus d'intérêt. Alors, je suis désolé parce que c'est un petit peu flou, mais ici, vous avez un diagramme de la réglementation applicable. Je vais essayer de pointer avec ma souris. Donc, deux situations. L'eau de pluie qui est récupérée sur les toitures inaccessibles. Elle est soumise à un arrêté, à l'arrêté du 21 août 2008. Et il y a l'autre situation, c'est des eaux de surface, d'autres types de surfaces de collecte, donc toiture accessible, hein, c'est-à-dire potentiellement on peut marcher dessus, mais également chaussée parking. Alors là, on a des régimes vraiment spécifiques et c'est l'ARS qui va trancher sur ce qu'on peut faire ou pas avec ces eaux en fonction de l'utilisation qu'il y a derrière. Alors, pour ce qui est des eaux relevant de l'arrêté, des eaux pluviales récupérées relevant de l'arrêté du 21 août 2008, il y a une configuration particulière, c'est l'intérieur des bâtiments. Là, il faut que la toiture soit exempte d'amiante, ciment et de plomb. Il y a aussi une préconisation pour ce qui concerne les goudrons, mais il n'y a pas d'interdiction, hein, les toitures goudronnées, ce n'est pas conseillé. Et ces eaux-là, on peut en faire les usages que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire l'évacuation des extraits étals, le lavage des sols, etc. Et c'est interdit, hein, là où c'est en rouge, c'est interdit d'avoir des usages de boissons, d'hygiène ou de préparation des aliments. Donc là, on est sur l'intérieur des bâtiments, donc c'est un usage domestique. Ensuite, l'intérieur des bâtiments recevant un public sensible. Et donc, quand on dit public sensible, on va avoir les maisons de soins divers et variés, les EHPAD, les écoles maternelles et primaires. Là, l'usage de l'eau pluviale est strictement interdit. Ensuite, à l'extérieur des bâtiments, on peut, sans restriction, faire l'arrosage des espaces verts, nettoyer les bâtiments et les sols à l'extérieur. Les douches, usage récréatif, festif, l'arrosage par aspersion, le Karcher, etc., c'est pas conseillé, mais c'est autorisé. Et puis, le cas qui vous concerne, les établissements professionnels et industries, vous avez deux solutions. Soit vous avez dans vos process et vos usages une eau qui nécessite qu'elle soit réglementée comme eau potable destinée à la consommation humaine. Donc ça, c'est l'article R 1321 du Code de la santé publique. Et là, il y a interdiction d'utiliser les eaux pluviales pour les eaux relevant de cette réglementation. Par contre, toutes les eaux qui ne nécessitent pas d'emploi d'eau destinée à la consommation humaine, vous pouvez utiliser. Donc, je prends un exemple, l'agroalimentaire, on va être
très clairement dans un usage où les eaux, que ce soit pour le lavage des contenants, pour le process, pour quasiment tout le process, on sera dans une interdiction. Par contre, il y a un flou après en fonction des autres usages. Les textes ne sont pas très, très précis. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que l'usage, ce n'est pas tout, il y a le rejet. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous rejetez dans un réseau, soit vous êtes en assainissement non collectif, vous rejetez au travers de votre système d'épuration ou vous infiltrez à la parcelle. Bon, là, vous n'avez même pas de déclaration à faire. Ça fonctionne comme ça. Par contre, si vous êtes relié en réseau, déjà, il y a une obligation de déclaration en mairie. Et pour les activités non domestiques, vous allez être soumis à une convention de déversement. Et il peut y avoir une obligation de mettre un compteur spécifique d'assainissement si voilà, la personne gérant les réseaux d'assainissement décide que vous avez des volumes qui sont bien plus importants que votre assiette d'eau potable voilà, qui arrive qui est comptabilisée par le compteur d'arrivée. Donc, vous allez potentiellement mettre un compteur de rejet. Et puis, en fonction de la charge polluante également, parce que si vous utilisez des eaux de pluie pour des opérations de lavage, etc., et que vous charriez des micropolluants, vous pouvez avoir des obligations de mise en place de pré-traitement avant rejet. Voilà, en gros, après, je vous laisserai découvrir en fait la réglementation. Alors, vous pouvez la découvrir en téléchargeant le rapport qu'on a fait sur les eaux pluviales en Martinique, ou alors aller sur le site de l'ASTE, l'Association scientifique technique pour l'eau et l'environnement, qui a réalisé un guide national pour la gestion des eaux pluviales. Ce diagramme est issu de ce guide. Alors maintenant, j'ai tout à l'heure évoqué la rentabilité du projet. Ce n'est pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment savoir bien dimensionner. Et on remarque, parce qu'il y a des projets qui arrivent à l'Office de l'eau, que parfois c'est fait de façon un petit peu légère. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas prendre la pluviométrie moyenne de Martinique, mais celle qui correspond vraiment au secteur géographique. Il faut différencier les usages mensuels, il faut dimensionner considérant un objectif, par exemple, de rupture, voilà, et bien connaître aussi son objectif, son besoin, connaître précisément son besoin. Ensuite, il faut de préférence confier le dimensionnement et l'installation à un professionnel disposant de garanties pour vous permettre de faire jouer la concurrence et puis d'avoir éventuellement un certain nombre d'assurances. Ce qu'on a remarqué au travers de l'étude qu'on a réalisée, c'est que souvent, c'était surdimensionné ou sous-dimensionné. Donc, des cuves, un système surdimensionné, on va avoir un investissement qui n'est pas rentable, et des coûts d'entretien qui risquent d'être importants, et un investissement sous-dimensionné, il ne va pas répondre aux besoins et finalement, les économies éventuelles ne seront pas au rendez-vous. Donc, je parlais du guide de l'ASTE. Donc, le guide de l'ASTE propose une méthode de dimensionnement assez fine et nous l'avons transformée à l'Office de l'eau. Un de nos ingénieurs qui était on sera déterminé à travailler dessus. Il a réalisé un outil qu'on appelle Pluvio, qui est une sorte de tableur Excel un petit peu avancé, qui permet de dimensionner les cubes de récupération des eaux pluviales. Donc cet outil, pour l'instant, il est à disposition de nos partenaires, notamment les chambres. Voilà, donc on n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus et de former nos partenaires dans les chambres, mais ça ne saurait tarder. Et ça sera un gage de qualité, gage de réussite pour vos projets.
Alors maintenant, qu'est-ce que l'Office de l'eau peut faire pour vous accompagner, hein, au-delà de cet accompagnement technique? Vous financez vos projets. Donc, vous avez ici les choses qu'on finance pour le volet économie d'eau. Sachez qu'on finance aussi pour la problématique de l'assainissement et des effluents non domestiques. Mais pour les économies d'eau, on va financer des études, des travaux pour les économies d'eau. Donc, on peut avoir la récupération des eaux pluviales, mais aussi la recirculation d'autres process ou de la modernisation d'équipements pour qu'ils soient plus sobres. On va financer des projets de stockage et de substitution de la ressource, par exemple le cours d'eau par de l'eau pluviale, des dispositifs de réutilisation des eaux pluviales. Donc, ça sera voilà, des cuves, des équipements de pompe, des vannes, des filtres éventuellement, voilà, donc en fonction du projet. Et puis, on peut aussi financer des bonnes pratiques, donc des formations, de la communication interne, du soutien à l'amélioration de pratiques. Alors, pour les études, les actions de communication, les formations, le taux d'intervention il va de 30 à 60%, et pour les investissements de 20 à 50%. Alors, c'est une plage, et cette plage, elle dépend de la pertinence environnementale du projet, et en particulier de sa localisation. Si vous êtes sur un secteur qui il y a une grosse tension en matière de réseau d'eau potable, votre projet il va être bonifié par rapport à un secteur où il y a moins de tension. Voilà, c'est un taux incitatif pour que les activités économiques dans les secteurs à tension trouvent des solutions. Voilà, ça, c'est ce que l'Office de l'eau fait toute l'année, on continue. Donc, vous pouvez taper à notre porte. Vous pouvez passer aussi, évidemment, par la Chambre hein, qui vous redirigera. Le projet, bon, voilà, il a plusieurs étapes. Donc, d'abord, une élaboration ou une co-construction même. On va pouvoir dialoguer avec vous, avec le partenaire au travers de la Chambre, avec le partenaire de la Chambre, sur le montage du dossier, l'évaluation du besoin, éventuellement même le dimensionnement. Et puis ensuite, une fois que votre dossier est sélectionné, qu'il est complet, on va procéder à l'attribution de la subvention. Donc ça, c'est une étape de saisie des instances de l'Office de l'eau et en particulier de décision en conseil d'administration. Et puis après, vous réalisez votre projet. Donc, vous aviez une convention hein, qui cadre, qui donne une durée de réalisation et puis des prescriptions. Ensuite, on verse la subvention après contrôle de la bonne réalisation du projet, contre justification des dépenses, etc. Donc, classique. Et puis, on dispose à l'Office de l'eau de systèmes d'avance aussi qui vous permet, pour certains, sous réserve de l'acceptation du conseil d'administration, de bénéficier d'une avance. Alors, pourquoi on a conventionné avec la Chambre de commerce et d'industrie et qu'on finance un poste, c'est justement pour pouvoir disposer d'une interface qui vous connaît bien, qui va pouvoir vous accompagner de manière à ce qu'on multiplie les projets, qu'on ait voilà, un effet démultiplicateur de l'émulation et que vous puissiez plus facilement toucher les subventions chez nous. Donc, ce que fait la Chambre au travers de ce partenariat, c'est la promotion du dispositif, l'appui technique au montage des dossiers. Et puis, voilà, c'est en construction. On a un certain nombre d'appels à projets qui sont dans les tuyaux, où on va, cette fois, dire ce que nous, on souhaite voir émerger sur le territoire et on va bonifier les taux par rapport à ce que j'ai présenté précédemment de manière à être encore plus attractif. Et puis, dans le cadre du partenariat, on a des actions de formation, d'information, comme aujourd'hui, il y aura la valorisation ultérieure des actions réalisées dans le cadre de ce partenariat. Voilà, j'en ai fini. Donc, Maureen, je te propose de reprendre la main.
Est-ce que j'arrête mon partage? On ne t'entend pas, ton micro. Oui, il faut que tu arrêtes le partage, je pense, pour que je puisse reprendre la main. Hop. Non, il y a un souci. Voilà. Vous voyez? Pas encore. Non. Ouais. Hop. Donc, en attendant, Voilà. Maureen, Loïc, peut-être une question. Qu'est-ce que tu pourrais recommander en priorité à une entreprise qui souhaite se lancer? La première des choses à faire, c'est de se poser des questions sur son usage de l'eau et ses besoins, de regarder sa facturation, ses postes de dépenses, éventuellement même de prendre un petit peu le temps de sectoriser ses usages, hein, si c'est possible, en vérifiant les usages qui sont par exemple des usages domestiques à l'intérieur des bâtiments pour le personnel et les différencier des usages de process. Voilà, tout un tas de questions à se poser sur quels sont les besoins. Voilà. Et ensuite, à la lumière de la connaissance des besoins, des niveaux de consommation, il y aura peut-être des choix à faire avec des objectifs. Est-ce que l'entreprise, par exemple, a souffert de rupture d'activité à cause de coupure d'eau? Est-ce que la facture d'eau est vraiment très importante? Est-ce qu'il y a besoin de maintenir un niveau, je ne sais pas, une défense incendie interne qu'on ne pourrait pas remplir avec de l'eau de ville? Je ne sais pas. Voilà, il y a tout un tas de questionnements. Est-ce qu'on souhaite simplement valoriser aussi une démarche éco-responsable dans le cadre d'une labellisation éventuelle? Voilà, tout un tas de questions que le dirigeant d'entreprise avec ses équipes doit se poser pour aller vers un projet, et ça va aider au dimensionnement de ce projet. Très bien. Et au vu donc des données que tu évoquais donc sur la pluviométrie, il y a, j'imagine, des zones où il y a, on dira, des pénuries d'eau pluviale. Donc, est-ce que tu peux nous donner des éléments sur, entre guillemets, le côté stratégique et géographique pour une entreprise? Alors oui, on peut faire de la récupération d'eau pluviale à peu près partout sur le territoire. Maintenant, le dimensionnement des cuves va être différent. C'est sûr que si on est situé, par exemple, à Sainte-Anne, on ne va pas avoir la même pluie qu'au Lamentin. Mais ceci étant dit, on peut toujours récupérer de l'eau depuis la Sainte-Anne. Il faudra peut-être envisager d'avoir des cuves plus grandes, de la stocker plus longtemps. Ça, c'est l'outil de dimensionnement qui pourra le dire. Et après, il y aura un rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire que si on se rend compte que pour pouvoir récupérer l'eau pluviale dont on a besoin de faire des ouvrages qui coûtent très cher et voilà, par rapport à la facture d'eau, on ne va pas les amortir sur même pas 20 ou 30 ans. Donc, on peut se poser la question de l'opportunité derrière. Ça ne vaut pas forcément le coup. Donc, on a quelques exemples qui ont été étudiés. Par exemple, je prends un exemple qui concerne plutôt la sphère publique. Aux Anses d'Arlay, il y a de la récupération d'eau pluviale qui est faite à la fois pour les services techniques et aussi pour le club nautique. Les dimensionnements n'ont pas été faits de la même manière et voilà. Résultat des comptes, le club nautique n'a pas
ne couvrent pas ces usages et finalement a abandonné cette récupération d'eau pluviale parce qu'ils étaient trop souvent à sec. Et finalement, ils ont basculé avec de l'eau de ville quasiment en permanence. Par contre, les services techniques, eux, ils ont réussi à suppléer une partie de leurs besoins par de l'eau pluviale pour des coûts supportables. D'accord, c'est très clair. N'hésitez pas, messieurs, dames, à poser vos questions dans le fil de conversation. On a encore Loïc Mangeot avec nous pour une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas. Du coup, Loïc, je vais continuer avec une troisième question. Est-ce que, du coup, à l'heure actuelle, tu considères que tous les secteurs peuvent se lancer? De ce que j'entends, j'ai l'impression que oui. Oui, encore une fois, tous les secteurs peuvent se lancer. On a des exemples à la fois, effectivement, dans le tourisme. Bon, il y a toujours aussi des bâtiments alimentés. Hein. Ça, il faut des usages domestiques dans les bâtiments. C'est-à-dire que les toilettes peuvent être alimentées par de l'eau pluviale. Ça peut se faire chez soi comme dans l'entreprise. Si on a une flotte de véhicules, c'est intéressant. Voilà, donc un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Après, pour une industrie qui est assez présente en Martinique, qui est l'agroalimentaire, là, je suis beaucoup plus dubitatif, parce qu'on pourrait éventuellement avoir des usages partiels avec de l'eau pluviale, mais il faudrait tellement traiter les eaux pluviales derrière que ça reviendrait à les repotabiliser, et ça n'a pas de sens. Alors que l'eau de ville arrive partout et qu'elle est de bonne qualité, avec finalement des coupures, certes, mais pas forcément tout le temps. Voilà, ça n'aurait pas de sens de basculer sur de l'eau pluviale avec aussi les risques de rupture qu'il y a, hein, parce qu'un système d'eau pluviale, on ne peut pas le dimensionner pour qu'il fonctionne tout le temps, ça serait le surdimensionner. Il faut faire des choix. Il faut accepter aussi qu'un système d'eau pluviale soit à sec à un moment ou l'autre. Donc voilà, est-ce qu'on cherche une continuité de service? Est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche une continuité ou une certaine résilience, en fait? C'est ça la question. une résilience, ou est-ce qu'on cherche une démarche vertueuse à valoriser autrement? Est-ce qu'on cherche une économie parce qu'on a une consommation d'eau, par exemple, pour le lavage de véhicules, hein, le cas de Robcar est parlant. Là, c'était clairement… Bon, il y avait la valorisation en interne de la démarche, mais laver des véhicules à l'eau de ville tous les jours, alors qu'au Lamentin, il pleut quand même pas mal, c'est la question que s'est posée le gérant. Donc, on a une question dans le fil. Donc, est-ce que l'Office de l'eau pourrait accompagner une entreprise pour le forage et l'installation de puits alimentés par eau pluviale? Alors, je vais répondre d'abord sur les forages. Un forage, pourquoi pas, mais à condition qu'on n'augmente pas les prélèvements dans le milieu. Parce que notre credo, c'est bien celui-ci, c'est la maîtrise des prélèvements, c'est la sobriété, c'est ça. Si c'est pour substituer à, par exemple, un prélèvement dans un cours d'eau qui est à sec ou sous tension, où on a des atteintes à la biologie du cours d'eau, oui, pourquoi pas financer un forage. Donc chaque situation s'étudie, mais ça doit être quelque part un nouveau prélèvement brut comme ça, sans justification de compensation par rapport à un impact existant, on ne le financera pas. Ensuite, pour alimenter un puits par de l'eau pluviale, pourquoi pas? Le puits servirait de réserve, oui, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça pourrait être possible, oui. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question sur je n'ai pas évoqué hein, la récupération pour l'agriculture, mais j'ai pas mal d'exemples. Oui, ça se développe. On a beaucoup de dossiers tout au long de l'année pour des grosses entreprises agricoles ou des petites entreprises, à la fois pour
des hangars pour le lavage de bananes, de l'irrigation en maraîchage, du lavage d'engins agricoles. Donc, on a des dossiers divers et variés, mais on finance la récupération d'eau pluviale, soit en cuve, soit en retenue collinaire pour l'agriculture. Donc, on a une question. La rivière limitrophe de la Pincelle est polluée par les pesticides. Y a-t-il un moyen de forer? Donc, la personne précise que c'est Génipa Ducos, le secteur. Alors, peut-être qu'il faudrait que nous précise quel type d'entreprise c'est et quel usage. Parce que oui, on peut effectivement substituer un prélèvement de surface par un prélèvement en eau souterraine. Encore faut-il s'assurer qu'il n'y ait pas de pesticides non plus dans les eaux souterraines. Ce n'est pas gagné. Voilà, donc nous, on a des données là-dessus. Hein, éventuellement, cette personne peut me contacter. Mon mail figurait, il me semble, dans le diaporama, ou sinon vous le donnez. Je vais le mettre dans le chat, Loïc, ne t'embête pas. Ouais. Du coup, on a une autre question. Quel serait le ratio rentable entre le besoin et la capacité de stockage? Alors, comme je l'ai dit, ça se calcule en général par des professionnels. Donc, nous, on a développé un outil aussi. Donc, on va apprendre à le manipuler, à vérifier les dimensionnements qui sont proposés. Mais ça dépend véritablement de votre usage, de votre secteur géographique. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et peut-être que vous pouvez remontrer la diapo de l'outil Pluvio, si c'est possible. Oui, alors attends. Hop. Ouais, la suivante. Oui. Voilà, donc on a l'outil va nous donner l'outil la diapo précédente. Voilà, l'outil va nous donner un certain nombre de simulations et en fonction des contraintes que vous avez fixées, hein, c'est-à-dire vous voulez tant de jours comment dire, vous avez besoin de tant d'eau chaque jour, vous avez besoin de tant d'eau sur l'année, vous avez besoin de temps vous supportez tant de jours de rupture, etc. On va comparer la courbe du besoin à la courbe de la pluviométrie. L'outil va faire ça en gros, et vous calculez le volume de cuve et vous donnez une estimation du prix. Et après, c'est à vous de voir si par rapport à votre facture d'eau, si ça vous parle, si vous trouvez que investissement plus entretien de ce système, vous allez faire une économie ou pas. Voilà. Mais les configurations sont très… Je ne peux pas répondre à cette question sans avoir les données d'entrée et modéliser tout ça. Ok, alors on a d'autres questions, notamment pour l'agriculture biologique. Il y a une demande pour savoir, enfin, une remarque qui dit que l'eau agricole n'est pas certifiable. Je ne comprends pas bien la question. Je pense que c'était en relation avec la question, enfin la réponse d'avant sur l'agriculture. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les certifications pour l'agriculture biologique? Oui, sur l'agriculture biologique, nous on soutient cette agriculture parce que ça va dans un sens de réduction sur le territoire de l'usage de phytosanitaires et donc de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Maintenant, je ne suis pas un professionnel de la certification et ce que je sais effectivement, c'est qu'il y a des usages, comment dire, des intrants qui sont interdits. Et, voilà, je ne peux pas répondre à cette question, désolé, je peux me renseigner. D'accord. Alors, je regarde les autres questions qu'on a. On a une question
sur la quantité de stockage. À quelle quantité de stockage cela devient rentable? Je viens de répondre à ouais, cette question. C'est-à-dire qu'il faut dimensionner avec l'outil en regardant d'un côté la courbe du besoin, hein, qui peut être variable, hein, ce n'est pas forcément le même besoin, les contraintes de rupture et puis la pluviométrie. Et encore une fois, ce sera une pluviométrie statistique moyenne. Hein, il peut y avoir des années très très sèches où on va être où le système risque de ne pas fonctionner. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, l'outil va vous dire, voilà, tel usage avec telle contrainte, vous pouvez le couvrir avec une cuve de temps et ça va, en gros, vous coûter tant. Ok. Alors, j'ai une question sur Pluvio pour savoir si c'est accessible au public ou si c'est uniquement par support d'accompagnement. Donc, Alors, Pluvio, c'est un outil Excel qu'on a développé. Donc, nous, il n'y a pas de problème à le rendre public. Par contre, dedans, actuellement, il y a des données de Météo France qui ne sont pas publiques. Donc, pour l'instant, on a un accord pour les partenaires publics comme les chambres, les collectivités qui souhaitent l'utiliser. Mais on doit faire des démarches supplémentaires pour soit transformer cet outil en quelque chose de plus opaque, on ne pourrait pas extraire les données, soit d'avoir un accord de Météo France pour un accès aux données, un accès tout public aux données. D'accord. Alors, la question suivante, est-ce possible d'obtenir un financement pour un projet durable de récupération des eaux pluviales respectueux des techniques ancestrales? Entre parenthèses, cuve intérieure, aquaponie. Oui, nous très clairement, on peut financer des projets de récupération et de réutilisation d'eau pluviale dès lors que, on tient les objectifs de préservation de la ressource et des milieux et de sobriété, et deux, qu'on respecte la réglementation en vigueur, tant environnementale que sanitaire. Mais si quelqu'un nous présente un système effectivement d'aquaponie réalisé, je ne sais pas, avec des matériaux locaux, etc., il n'y a pas de problème. Ok, très bien. On a financé, voilà, on a des petits financements qui ont été apportés pour des jardins partagés, des choses comme ça. Tout type de projet est éligible potentiellement, mais on va vérifier quand même que les objectifs environnementaux sont atteints et que les contraintes réglementaires sont respectées. Ok, très bien. La question suivante, un constructeur bailleur est-il éligible à ces accompagnements? Alors, oui, très clairement. Aujourd'hui, l'Office de l'eau est en train de faire une démarche pour se rapprocher des bailleurs sociaux, notamment dans le but d'apporter voilà, des solutions pour l'usage d'eau pluviale dans les immeubles collectifs, parce qu'il y a un déficit de ce côté-là. C'est beaucoup plus compliqué que dans les logements individuels. Hein. Il y a un partage des charges, partage de responsabilités, etc. Alors pour le logement social, ça a l'air peut-être un peu plus simple, mais ce n'est pas dans la pratique. En tout cas, les nouveaux logements construits à partir de 2023, ça c'est la loi sur l'économie circulaire, devront proposer de la récupération d'eau pluviale. Donc ça va devenir une obligation et là, à ce moment-là, ça ne sera plus éligible. Ok. Voilà, maintenant, c'est quelque chose, ce texte qui n'a pas été entièrement transcrit en décret.
Donc, bon, il faut qu'on regarde les modalités d'application, notamment sur le territoire de la Martinique. Mais voilà, normalement, c'est à partir de 2023, tout logement neuf doit être accompagné d'une solution de récupération des eaux pluviales. Alors, il y a aussi une question pour une application de production d'électricité. Est-ce qu'on peut stocker l'eau et l'utiliser pour la production d'électricité? Alors, comment répondre à cette question? Il y a plusieurs choses. Si ici, encore une fois, nous, notre vocation à l'Office de l'eau, hein, c'est de la préservation de la ressource et des milieux aquatiques. Donc, si on est sur une opération qui ne substitue pas un prélèvement ou un usage de l'eau potable, etc., ça ne va pas nous intéresser. Maintenant, en théorie, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il y ait de l'eau qui soit stockée pour produire de l'électricité. Hein, c'est ce que font les systèmes de barrage. Les obstacles qu'il va y avoir, ce sont des obstacles environnementaux, paysagers, de risques, etc. Ça dépend de la taille de l'ouvrage. Par contre, l'Office de l'eau ne va pas se positionner sur ces infrastructures puisqu'il n'y a pas d'objectif de préservation de la ressource et des milieux aquatiques derrière. Ok. Alors, on a une autre question sur les zones de forage potentielles. Puis-je forer mon terrain à Génipa pour mes besoins en eau et pour mes animaux? Alors, bon, j'ai vu plusieurs questions enfin, de cette même personne. Je propose qu'elle me contacte pour discuter précisément. Parce que là, en plus, on est sur un besoin agricole. Donc Oui. Alors, le mail est dans le fil de discussion. Okay. Le mail de M. Mangeot est dans le fil de discussion. Et puis, on a une dernière question sur les systèmes. Envoyez-moi un mail, monsieur, pardon, excuse-moi Maureen, envoyez-moi un mail et puis on entamera une discussion bilatérale. Et je vais essayer de vous accompagner, effectivement. Et donc, la dernière question sur les systèmes de filtration naturelle. Est-ce qu'ils sont valables dans le cadre de projets spécifiques? Est-ce qu'ils sont éligibles? Système de filtration. Alors, je n'y vois pas d'obstacle. Encore une fois, ça va dépendre de l'usage qu'il y a derrière. Est-ce que la filtration est suffisante pour l'usage qu'il y a derrière? On peut envisager, parce que ça se développe, par exemple des piscines naturelles alimentées aux eaux pluviales, donc avec des systèmes de filtration naturelle et de recirculation et un apport d'eau pluviale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible de faire. Alors, de là à vous dire que l'Office de l'eau pourra financer ces systèmes, je ne suis pas du tout sûr. Peut-être un démonstrateur éventuellement, mais encore une fois, on va chercher, nous, des économies de prélèvement sur la ressource en eau. Derrière, s'il n'y en a pas, si ce n'est pas manifeste, si c'est pour développer un nouvel usage, etc., on ne sera pas forcément intéressé à financer. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il ne me semble pas en avoir oublié. Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, de toute façon… Je peux compléter avec un petit exemple, parce que je l'avais cité dans mon diaporama, celui de la marina du Marin.
la marina du Marin, c'est un projet assez complexe parce que initialement, il n'y avait pas forcément de récupération des eaux pluviales prévues lors de la construction du nouveau bâtiment, mais le besoin est apparu après, notamment pour le lavage des navires à quai qui utilisaient beaucoup d'eau potable alors qu'il n'y avait pas besoin de cette qualité. Et donc, un projet a été mis en place, mais avec des difficultés techniques parce qu'il fallait reprendre les descentes, etc. Mais finalement, ça a abouti par une mise en service et on a accompagné ce projet pour les aider à mieux dimensionner, etc. Voilà. Alors, on a une dernière question. Pour un immeuble de bureau, quel accompagnement pour un projet en but d'une continuité de service en cas de coupure? Précision, alimentation des WC essentiellement. Quel accompagnement du coup? Écoutez, aujourd'hui, un projet comme ça, ça peut être financé. Dès lors qu'on a quelque chose qui est bien dimensionné, qui va servir tout le temps et qui permet d'avoir une économie d'eau de ville, de temps. Ouais. L'accompagnement, ça va être un accompagnement que la Chambre va pouvoir faire d'abord en faisant une passerelle avec nous, en se penchant sur le projet. On va instruire ensemble, pouvoir donner un avis sur ce qui est projeté, regarder les devis, et puis nous, si on y voit un intérêt environnemental d'économie d'eau, on va pouvoir financer. Donc, on ne se refuse rien, mais il faut étudier. Enfin, en conclusion, nous, on ne se refuse rien. Derrière, il faut qu'on s'y retrouve dans nos objectifs environnementaux et que voilà, il y ait réellement une opportunité aussi pour vous à se lancer, à trouver des équilibres économiques, etc. Et tout ça nécessite quand même d'abord de regarder ses besoins, de regarder aussi ses factures d'eau, de discriminer les différents usages que vous pouvez avoir de l'eau dans l'entreprise et vous poser des questions parce que derrière, les investissements ne sont pas si petits. Hein. À titre d'exemple, pour un foyer domestique, hein, mettre en place une cuve enterrée avec un surpresseur et un réseau intérieur qui va alimenter les WC, ça représente peut-être presque 30 ans de facture d'eau en coût d'investissement. Donc, si ça n'était pas subventionné, ça ne serait pas du tout rentable. Donc, aujourd'hui, c'est subventionné. Mais voilà, on est sur une opération comme ça, hein, pour une villa. On est sur quelque chose qui va être entre 5 et 10 000 euros. Entre le coût d'achat de la cuve, les frais de plombier, le terrassement, le double réseau, etc. Plus après de l'entretien des surpresseurs, etc. etc. Donc, ça n'est pas non plus complètement transparent. Hein. Il y a des coûts d'investissement et d'entretien importants. Et ça, il faut les prendre en compte dans le projet. Voilà, entre la subvention et est-ce que vous êtes prêt à investir ou les économies que vous allez faire, vous allez trouver votre équilibre économique ou alors vous allez décider que vous avez à le faire parce que c'est vertueux et que ça se valorise dans le cadre d'un label et que vous allez y consacrer un petit peu d'argent chaque année. Voilà, tout ça, c'est dans vos mains. Nous, ce qu'on va regarder de notre côté, c'est l'intérêt pour la préservation de la ressource en eau. Ok, j'en profite pour dire aussi aux personnes qui ont des projets de ne pas hésiter de contacter la CCI par mail. J'ai mis mon adresse mail dans le fil de discussion également. On pourra éventuellement vous orienter vers des personnes du milieu qui pourront vous aider pour les études de faisabilité, par exemple. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Et qu'on peut clôturer le webinaire. Donc, je
Je me permets de redire un mot aussi. Là, on a parlé essentiellement récupération des eaux, mais vous avez d'autres aussi possibilités qu'il ne faut pas évacuer comme ça. C'est d'améliorer vos équipements pour qu'ils soient plus sobres en termes de consommation, de sensibiliser votre personnel et éventuellement, pour ceux qui utilisent de l'eau en quantité dans des process, de vous interroger sur vos process et sur les possibilités de recirculer l'eau de process. C'est quelque chose qui est complémentaire et il faut voir peut-être cette gestion de l'eau dans l'entreprise de manière globale. La récupération de eau pluviale est un des volets, mais il y a d'autres voies. Voilà, j'ai vraiment fini. Désolé de t'avoir interrompu, Maureen. Non, pas de souci, mais j'allais te demander si tu avais un dernier mot à rajouter, mais du coup, c'est fait. Ouais. Donc, donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis restez à l'écoute pour le prochain rendez-vous. Voilà. L'esprit gagnant. CCI Martinique.